juin 2018 au sommaire, le président de la République chaleureusement accueilli à l'Abbé. C'est à la faveur du lancement des Journées nationales de l'élevage. Professeur Alpha Condé invite tous les acteurs du secteur à se mobiliser pour moderniser l'élevage en Guinée. Au total, 146 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves du BEPC. La deuxième étape des examens nationaux se déroule bien. Le ministre de l'Éducation nationale séjourne à Mouéné-Guinée à cet effet. Et puis un centre d'entraînement pour les opérations de maintien de la paix. Il est financé par le Japon. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a lancé les travaux au camp de Samoria, c'est à Kinia. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, séjourne depuis ce matin dans la ville de Karamoko, Alpha Molabé. Les populations sont sorties massivement pour lui réserver un accueil bon enfant. Vive le président, le programme marche, scande la foule indescriptible. Regardez ces images. Restons à l'Abbé pour signaler que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a lancé ce samedi les Journées nationales de l'élevage. La rencontre a mobilisé éleveurs et autres acteurs du monde rural. Ces journées devraient passer au peigne fin les problèmes qui pèsent sur le secteur de l'élevage en Guinée. Écoutons un extrait du discours du chef de l'État, professeur Alpha Condé, au stade de l'Abbé. Je dois remercier les sages du Fouta qui sont venus de différentes préfectures malgré la pluie et malgré leurs occupations. Aussi remercier les opérateurs économiques qui ont fait des déplacements depuis Conakry. Beaucoup de gens sont surpris de me voir naître docteur Ibrahim Kaba à côté de moi. Vous savez, nous étions étudiants en France. Nous avons 4 personnes qui nous ont marqués et qui ont beaucoup apporté à la culture en Guinée. Vous avez
le professeur Alfasso, que Dieu est son âme, le professeur Kaki, Ibrahima, que Dieu est son âme, Nyan Tamsi, Ibrahima Kaba et aussi Muntaga. La particularité de mon grand frère, c'est qu'il a fait des écrits de mathématiques mis en langue. Malheureusement, il est venu se cacher à l'abbé, alors que ses écrits doivent contribuer à l'éducation de la jeunesse guinéenne. Donc, la jeunesse doit savoir que nous avons des grands intellectuels qui sont des savants et que nous n'en avons rien envié aux autres pays. Qu'est-ce que je vais dire à la présentation de l'abbé et de la Guinée? Au Moyen-Âge, l'Afrique n'était pas en retard par rapport aux autres pays, de l'Occident notamment. Si nous prenons le cas de Tombouctou, il est évident qu'il n'y avait plus de livres à l'intérieur de Tombouctou qu'il y en a en France. Mon frère sait qu'un grand empereur du Mali a fait baisser le cours de l'or parce qu'il est parti du Mali jusqu'à la mer avec des avalanches d'or et ça fait baisser le cours de l'or. Alors, qu'est-ce qui nous a mis en retard par rapport aux pays développés? Qu'est-ce qui a fait que nous avons raté les 3 premières révolutions industrielles? L'esclavage nous a fait rater la première révolution industrielle. Parce que l'esclavage vidait l'Afrique de ses forces vives, des jeunes et les femmes les plus vigoureux qui pouvaient transformer le pays. La colonisation nous a fait rater la 2e et 3e révolution industrielle. Alors, si aujourd'hui nous ratons la 4e révolution industrielle, nous serons les seuls responsables. Donc, toute notre bataille, c'est de gagner la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle va modifier considérablement les conditions de vie et de développement des pays. Elle va nous permettre de rattraper notre retard par rapport aux pays développés. Comment? D'abord par la maîtrise du savoir. D'où la nécessité d'avoir un système éducatif performant qui va permettre à nos jeunes de maîtriser les nouvelles évolutions technologiques. Deuxièmement, la santé. On dit un esprit sain dans un corps sain. La 3e, c'est la maîtrise de l'énergie. D'où la nécessité de faire les barrages et l'énergie solaire. Ça, ce sont des éléments objectifs qui peuvent vous permettre de transformer nos pays. Mais maintenant, il y a des éléments subjectifs, c'est-à-dire le comportement des hommes. Et là, nous devons changer complètement notre façon d'agir et de nous développer. Donc, c'est une sorte de révolution culturelle. Je vais prendre le cas des éleveurs. Le gouverneur dit que le Fouta n'a pas d'or. Monsieur le gouverneur, étudie l'histoire et la géographie. Quel est l'or de l'Argentine, du Brésil et des États-Unis au début? L'élevage. C'est l'élevage qui était leur or. Et le Fouta n'est pas un grand pays d'élevage. Vous avez l'or, c'est l'élevage. Mais cela suppose que vous changez vos mentalités et vos façons d'agir. Pas élever la vache en disant Fatima, suis-moi. Non, ça. Donc, nous devons révolutionner l'élevage au Fouta. Nos bœufs sont maigres, ils pèsent au maximum 200 kilos. Alors nous voulons que nos bœufs pèsent 500, 600, 700 kilos. Nos vaches donnent à peine 2 ou 3 ou 4 litres de lait. Nous voulons qu'elles donnent 12 litres. C'est pourquoi nous avons convoqué la journée de l'élevage. Nous devons remercier le roi Mohamed VI, son gouvernement et le peuple marocain. C'est eux qui nous ont accompagnés pour nous donner les moyens de faire l'insémination. Qu'est-ce que l'insémination? On injecte dans la vache une semence et le veau qui va naître, au lieu de peser 200 kg, va peser 500 ou 600 kg. La vache qui va naître, au lieu de faire 2 litres, va faire 12 litres. Nos amis marocains ont été plus loin. Ils ont formé au Maroc nos jeunes vétérinaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans toutes les sous-préfectures où on fait l'élevage de bœufs, nous avons des jeunes vétérinaires qui sont capables de faire l'insémination. Ça, c'est le premier changement. Quel est le deuxième? C'est comment nourrir nos vaches. Laisser les vaches aller brouter ne peut pas leur donner suffisamment de nourriture pour ce qu'on a besoin pour qu'ils grossissent. Parce que l'herbe n'est pas assez riche et ne contient pas des protéines dont la vache a besoin. D'où la nécessité d'avoir des usines d'alimentation de bétail. Nous avons déjà 2 usines d'alimentation de bétail. L'usine de Elhadj Kenyeko,
et l'usine de Taher Tafagi. Et nos amis israéliens vont faire aussi leur usine. Donc, ça veut dire que les pays, les éleveurs doivent là aussi changer leur façon de travailler. Ils doivent accepter de nourrir les bœufs par l'alimentation du bétail. Mais l'éleveur est très pratique. Il va dire, mais si je laisse ma vache, mon bœuf aller brouter, ça ne me coûte rien. Et tu veux m'obliger à acheter l'alimentation du bétail où je vais dépenser. Mais la réponse est simple. Quand son bœuf broute, ça fait 200 kilos. S'il achète 100 000 francs d'alimentation du bétail, il a un bœuf qui pèse 500 kilos, donc il a 300 kilos de viande qu'il peut vendre. Et ce 300 kilos de viande n'est pas 10 fois plus cher que les 100 000 francs qu'il a dépensés. Est-ce que ça c'est clair pour les éleveurs? Est-ce qu'ils comprennent bien ce que je viens d'expliquer? J'espère. Sinon, demain on continuera. Maintenant, il y a aussi un troisième changement. On ne doit plus laisser les bœufs divaguer. On doit faire des enclos où les bœufs vont être parqués. Non seulement ils seront nourris facilement, mais on ne pourra plus les voler. Parce que c'est plus facile de sauver des bœufs, eux ils se sont encadrés. Vous allez au cinéma, vous voyez les films cow-boys. Qu'est-ce que vous voyez avec les éleveurs? Ils ont des fils de fer balbelés dans le milieu desquels se trouvent les bœufs. C'est pourquoi on les appelle des ranchers et non pas les éleveurs, c'est-à-dire qu'ils ont des ranches. Voilà la révolution qui va complètement transformer l'élevage et faire des bœufs lors du foutard. Évidemment, tout le monde ne sera pas content. Parce que quand l'auditeur a plus tard, m'a dit, mais président, qu'est-ce que tu veux là? Mais les gens de Massi ou de Gongoré ne pourront plus voler des bœufs. Alors, mais ils ne vont pas voler, mais c'est obligé de faire l'élevage de bœufs pour consommer leurs propres bœufs. Et là, on va les bœufs voler. Donc voilà ce que nous voulons que les éleveurs de Guinée, que ce soit de Fouta, de la Guinée ou de la base Guinée, comprennent. Mais l'élevage ne s'arrête pas seulement aux bœufs, aux chèvres et aux moutons. Ça concerne aussi la volaille. La Guinée importe 30 millions de poulets par an. Mais ce poulet coûte cher, tout le monde ne peut pas acheter. Or, vous savez qu'à partir de certain âge, la viande rouge n'est pas bien, c'est la viande blanche, c'est-à-dire le poulet ou le poisson. Donc, il y a deux autres révolutions qui viennent s'ajouter à l'élevage. C'est l'élevage de poussins. Nous avons mis en place un programme qui va nous permettre non seulement de ne plus importer de poulet, mais d'avoir beaucoup plus de poulets afin que tout le monde puisse consommer du poulet. Là, ça sera essentiellement le travail des femmes. Nous avons commandé des couveuses et chaque couveuse donne 120 000 poussins tous les 21 jours. Nous allons vendre le poussin à 1 000 francs aux femmes et elles auront besoin de 4 000 francs d'alimentation de volaille. À moins de 2 mois, ils auront un coq qui fait 2 kilos. Donc oui, ils dépensent de 5 000 francs et ils auront un revenu de 25 000 francs. Si vous donnez 100 poussins à une femme, vous voyez combien ça lui fait de revenus par tous les 2 mois. La troisième révolution, c'est la pisciculture. Lors de mon dernier séjour en France, je me suis mis d'accord avec l'AFD pour qu'il accompagne la Guinée pour la pisciculture. Nous avons envoyé aussi une délégation en Israël, parce qu'Israël a une très bonne expérience de pisciculture. Vous avez vu qu'il y a actuellement 2 Israéliens à la baie envoyés par cette société. Quel est notre objectif? Nous ne souhaitons plus que la Haute-Guinée, le Fouta et la forêt soient nourris par le poisson venant de Conakry. Parce que le poisson qui vient de Conakry, il faut le transporter, donc ça arrive plus cher au Fouta, en Haute-Guinée et en forêt. Nous voulons que le poisson qui sera mangé au Fouta soit fait au Fouta, le poisson qui sera mangé en Haute-Guinée soit fait en Haute-Guinée, le poisson qui est mangé en forêt soit fait en forêt. Voilà les 3 révolutions que nous voulons que la Guinée fasse. Que peut faire le gouvernement? Remplir les conditions objectives, c'est-à-dire mettre à disposition des populations tout ce qu'il faut pour cela. Mais les conditions subjectives, ce n'est pas le gouvernement, ce sont les populations. C'est la population qui doit accepter de changer sa façon de produire. Nous allons donc vous accompagner en vous activant patiemment afin que chacun puisse comprendre comment cela peut modifier complètement ses conditions de vie. Monsieur le ministre de l'élevage, vous avez un grand travail. Vous verrez que votre ministère sera l'un des plus importants en dehors de l'agriculture. Demain, la plupart des ministres vont vous envier. Leur secteur de révolution, c'est l'agriculture. Nous avons décidé de mécaniser totalement l'agriculture. Les tracteurs pour cultiver,
pour cultiver, les machines batteuses pour récolter et les rizeries pour transformer le riz paddy en riz net. Donc, nous allons révolutionner aussi l'agriculture. Mais aussi, développer des cultures qui n'existent plus en Guinée. En forêt, nous avons déjà plus de 10 000 hectares de cacao Mercedes en pépinière. Nous développons la culture du café Robusta et du palmier à huile. Au Fouta, nous avons déjà 2 000 hectares de café Arabica dans les pépinières. C'est la chance que nous avons. Le Fouta est des hauts plateaux comme le Kenya ou le Rwanda. Nous pouvons faire du café Arabica. Grâce à la procuration avec nos frères de Rwanda et de Kenya, ils ont mis à notre disposition des semences de café Arabica. Donc nous pourrons faire suffisamment d'hectares de café Arabica au Fouta. En Haute-Guinée, à Gawale et Koundara, en dehors de la Dakar, nous sommes en train de développer le sésame, mais aussi le coton. En Basse-Guinée, en dehors du riz, nous sommes aussi de révolutionner les cultures des fruits en général. Donc, c'est la maîtrise de la 4e révolution industrielle qui peut nous permettre de transformer complètement notre économie et de sortir nos paysans, nos femmes, tout le monde de la pauvreté. Je prie les sages de m'excuser, mais nous allons mettre le plus grand effort au niveau des femmes et des jeunes. Pour les jeunes, nous allons leur donner un groupement d'intérêt économique qui va leur permettre d'être autonomes, d'avoir leur propre activité et d'être autonomes. Les femmes, à travers le MIFA, les femmes guinéennes sont braves et travaillent beaucoup. Elles sont sérieuses. Quand elles s'endettent, elles remboursent. La preuve, toutes les MIFA remboursent à 98%. Quel est l'homme d'affaires guinéen qui fait dire qu'il rembourse à 98%? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, nous allons accompagner les femmes. Pour les femmes les plus pauvres, il y a la MIFA. Pour celles qui ont un peu plus de moyens, nous allons créer la banque de développement. Mais si les hommes ne sont pas contents, parce que je parle bien des femmes, on n'a qu'à aller regarder à la fois ce que les femmes font. Grâce aux femmes, nous pourrons bientôt exporter notre fonio, notre moringa, notre maïs, notre miel, etc. en Europe, aux États-Unis, dans les pays arabes. Ce n'est pas seulement le crédit, c'est aussi les moyens de production. C'est-à-dire permettre aux femmes de ne pas travailler seulement avec la main, mais d'avoir des outils qui leur permettent de produire, faire une production plus élargie. Quel est notre objectif? Rendre les femmes guinéennes autonomes économiquement, afin qu'elles soient capables de supporter leurs filles et qu'on ne les oblige pas à les marier à 13, 14 ans ou se déformer. Mais je vais poser une question aux sages. Sont-elles les femmes et les jeunes? On vous a aidé ou pas? Quel est votre souci? Vos enfants, vos femmes. Aider une femme, c'est aider toute la famille. Donc, j'ai dit à la population guinéenne, du Fouta, de Haute-Guinée, de la forêt et de la Basse-Guinée, d'avoir confiance en la Guinée, d'avoir confiance en leur pays. Les voyous et les sages, vous devez savoir que Dieu aime la Guinée. Tout le monde dit que la Guinée est un scandale géologique. On a l'or, le diamant, la bauxite, le fer. Mais aussi, la Guinée est un scandale agricole. Tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent leurs sources en Guinée. Dieu nous a donné des richesses sous-sol, l'agriculture et l'eau. Mais c'est vous qui dites, si tu veux prier Dieu pour qu'il t'aide, aide-toi d'abord pour que Dieu t'aide. Alors, vous avez un grand rôle à jouer aujourd'hui, les sages de Guinée. C'est éduquer nos populations afin que ce que Dieu a voulu pour nous, nous puissions l'avoir. Vive l'abbé! Vive l'abbé! Vive le Fouta! Vive le Fouta! Vive la forêt! Vive la forêt! Vive la Basse-Guinée! Vive la Haute-Guinée! Vive la Haute-Guinée! Vive la Guinée! En marge des travaux des Journées nationales de l'élevage, le président de la République a procédé à une série d'inaugurations à l'Abbé et à Puita. Il s'agit notamment des mutuelles financières des femmes africaines et le centre d'appui à l'autopromotion des femmes. Vous suivrez le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions d'information. Le coton-culteurs peuvent se frotter les mains. Ils viennent de bénéficier d'une importante somme d'argent dans le cadre du projet de développement de la filière cotonnière en Guinée, plus de 4 milliards de francs guinéens seront payés au groupement de la région de la Haute-Guinée. Ousmane Ba fait le point.
La confiance dans la collaboration entre le projet de développement de la filière coton et les cotonculteurs se renforce. Après plusieurs semaines d'attente, les producteurs se frottent les mains. Leur dû est enfin payé. À Mouroudou, dans la préfecture de Mandiana, ce sont 5 groupements qui reçoivent la somme de 636 millions de francs guinéens. C'est le prix de leur dernière récolte de coton. Nous voudrions un jour comme aujourd'hui remercier et féliciter le gouvernement pour avoir déployé tous les moyens afin que nos revenus coton soient maintenant payés. Nous voulons vous rassurer qu'à partir du moment où on a le coton, même on a notre argent, même ceux-là qui étaient découragés, avec la présence de l'argent, parce que quand l'argent apparaît quelque part, c'est la fête au village et on va fêter dans les champs de coton. Nous avons un objectif de 41,25 hectares. Nous avons déjà semé 30 hectares. Donc on va continuer le semis d'ici la fin. Nous, on va atteindre cet objectif de 41 hectares. Après Mouroudou, le paiement va toucher 7 autres zones de production de coton dans la région de la Savane. Au compte de cette 4e phase, le projet va payer au total 4 milliards 26 millions de francs guinéens aux différents groupements. On a pour objectif aujourd'hui de terminer le paiement de 244 dans une semaine si tout se passe bien. Et vous avez remarqué à travers vos interviews que les paysans, les revenus, ils sont très comblés par les revenus qu'ils ont obtenus et ils reconnaissent qu'ils ont reçu, chacun d'entre eux a reçu l'intégralité des revenus que le projet lui devait. Le projet de développement de la filière coton souhaite mettre les bouchées doubles pour éviter les retards dans le paiement. Cela passe par le renforcement des capacités d'absorption de l'usine d'égrainage de Kankan. Dans l'actualité encore, un lot d'équipements et de consommables médicaux pour le ministère de la Santé. Il est destiné aux centres hospitaliers du pays. Ce don offert par la coopération allemande vise à renforcer les capacités opérationnelles des structures de santé. Adia Toubari a suivi la remise. 1300 structures sanitaires du pays sont à nouveau dotées d'équipements médicaux. Les principaux services bénéficiaires sont ceux de la maternité et de la pédiatrie. Au niveau de ces 2 services, des kits d'accouchement et des produits de prise en charge des enfants déshydratés sont fournis. Le gouvernement allemand est le donateur de ce lot d'équipements aux différentes structures. Ça consiste beaucoup plus de rendre des services pour des hôpitaux, pour des postes de santé qui fonctionnent et pour un système de la santé qui fonctionne avec une assistance financière et technique. 10 milliards 830 millions de francs guinéens, c'est le montant déboursé par le gouvernement allemand à travers la KfW pour l'achat de ces matériels médicaux et consommables. Le lot est aussi composé d'autoclaves spéciaux avec des sources multiples. Un appareil permettant de désinfecter les matériels utilisés dans une intervention chirurgicale. Avec ce dispositif sanitaire, le gouvernement allemand renforce ainsi les capacités opérationnelles des centres hospitaliers. Dans un contexte où les besoins de santé à couvrir sont encore grands, il est nécessaire de faire en sorte que les produits de l'aide au développement soient utilisés de façon judicieuse et rationnelle. Conscient de cette réalité, je puis vous assurer que mon département mettra tout en œuvre pour que les moyens mis à notre disposition soient utilisés à bon escient. Dans les prochains jours, ce lot de matériel sanitaire va être réparti entre les différents établissements de soins du pays. Un appui de l'Allemagne pour soutenir la politique de qualification du système sanitaire à travers la dotation des structures en équipements sanitaires de dernière génération. Signature d'un accord de financement entre le Fonds cohésien de développement arabe et la République de Guinée. Les documents ont été paraphés au ministère de l'économie et des finances. Ils portent sur un accord de près d'un montant de 8 millions de dinars cohésiens. Mais à quoi servira ce montant? Les précisions dans ce reportage de Alassane Diogobari.
Cet accord de prêt entre la Guinée et le Fonds koweïtien de développement arabe vise à financer la construction de 2 ouvrages routiers. Il s'agit des échangeurs routiers au carrefour de Hamdallaye et de Bambeto, situés tous deux le long de la route Le Prince à Conakry. Au départ, le gouvernement guinéen cherchait des financements pour aménager un total de 4 échangeurs sur la route Le Prince, précisément au carrefour de Hamdallaye, Bambeto, Koza et Anko 5. Cette première convention concerne les 2 premiers et le financement des 2 derniers est à rechercher. Et aujourd'hui, c'est la matérialisation d'une partie de cet accompagnement du Fonds koweïtien qui accepte d'accompagner la Guinée à hauteur de 27 millions de dollars pour les 2 premiers échangeurs, Hamdallaye et Bambeto. Nous sommes en négociation très avancée avec le Fonds d'Abu Dhabi et d'autres partenaires qui vont nous accompagner, naturellement la Banque islamique de développement, pour le complément à trouver pour les 2 autres échangeurs, Koza et Anko 5. Le département des travaux publics est donc le premier bénéficiaire de ce projet. Un projet qui, une fois abouti, va résoudre d'énormes problèmes de fluidité dont souffrent les usagers dans la capitale Conakry. Améliorer la circulation automobile dans notre pays, à Conakry en particulier, est pour nous s'attaquer à 3 défis majeurs. Et le plus important, c'est de diminuer le nombre d'accidents corporels sur nos routes. Et dedans. En ce qui concerne ce projet, nous avions déjà envoyé une équipe d'experts qui s'est rendue à Conakry en avril dernier pour évaluer le coût de ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la signature. Donc le temps mis entre l'évaluation et la signature de l'accord, nous pensons que c'est un temps raisonnable. Les relations entre la Guinée et le Fonds koweïtien remontent au milieu des années 1970. Depuis cette période, environ 200 millions de dollars ont été engagés par le Koweït dans le cadre du financement du développement en Guinée. Éducation, la 2e étape des examens nationaux a débuté ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 146 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves du BEPC. Le ministre de l'Éducation nationale en séjour à l'intérieur du pays a donné le coup d'envoi de ces examens à Timbi Madina dans la préfecture de Pita. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux Sadou Bari, Mamaïsata Kamara. Nous sommes au centre de Timbi Madina dans la préfecture de Pita. Ici, les dernières consignes sont données par les encadreurs autour du mât. Les candidats du brevet d'études du premier cycle sont soumis à une fouille systématique avant d'accéder aux salles. À 9h00, la première épreuve est lancée par le chef du département de l'éducation nationale, accompagné par les sages de cette localité. Et j'ai constaté tout de suite à l'intérieur de ce centre de Timbi Madina des élèves qui ont été ponctuels, des surveillants aussi qui ont été très ponctuels et qui sont en place, 2 par salle. Les agents de santé et de sécurité sont en place. Il y a une discipline qui règne dans le centre et tout a bien démarré. Je viens d'ouvrir la première enveloppe de franco-arabe. Je suis très satisfait, très satisfait. Je souhaite aux enfants une très bonne chance, bonne réussite. Pour la session 2018, la région de l'Abbé a présenté au BEPC plus de 6 000 candidats. Avec un effectif de plus de 400 candidats au centre de Timbi Madina, toutes les mesures de sécurité sont prises par les responsables pour le bon déroulement des épreuves. Pour le bon déroulement de cet examen, nous avons à réaliser d'abord le nettoyage correct des salles. L'aménagement des salles a été correct. On a un effectif de 415 élèves répartis dans 15 salles. Au nombre de chaque salle, on a 29 candidats. Nous allons les lancer d'être rigoureux, d'être vraiment ponctuels, ne pas essayer de faire des fraudes.
ne transige seulement leur connaissance dans le papier pour leur bonne réussite. Cette année, les résultats du brevet d'études du premier cycle seront connus par région 2 semaines après la dernière épreuve. Déjà dans les communes, les machines qui facilitent le calcul des moyennes sont sur place. Et puis, même engouement à Conakry où l'examen d'études du premier cycle se déroule normalement. Nos reporters ont sillonné plusieurs centres d'examen ici à Conakry. Mamadou Saliouba, reportage. Dès 7 heures ce matin, les candidats étaient déjà dans les centres d'examen. À l'école primaire Frédéric Mayor, l'un des centres de la commune de Kaloum, les élèves attendent la première épreuve. Autour d'Ima, les dernières consignes sont données aux candidats avant leur installation dans les différentes salles. Détendus et confiants, certains comptent aborder les épreuves dans la sérénité. Pendant toute la journée, je prenais mes cahiers révisés. Je voulais honorer ma famille, honorer les rêves de mon papa. Parce qu'il veut que je vais être médecin, alors je peux faire la science expérimentale. J'aimerais dire à tout le monde de ne pas avoir peur, car c'est juste des évaluations, ce n'est pas autre chose. À 9h, les 409 candidats inscrits au collège Sainte-Marie dans la commune de Dixine découvrent la première épreuve comme celle du centre Kofi Annan de Kipé dans la commune de Ratoma. Dans ces deux centres, aucune irrégularité n'est constatée pour cette première journée. Je leur demandais d'être sereins, de ne pas avoir peur pour affronter les épreuves. Les examens de cette année aussi seront avec tolérance zéro. Je n'ai pas manqué de leur signifier cela. Il faut empêcher la fraude sous toutes ses formes au lieu de frauder quelqu'un. Voilà, ils ont été informés, sensibilisés à cet effet. Dans la commune de Matoto, 23 500 candidats répartis dans 52 centres compétissent pour décrocher le brevet d'études du premier cycle. Dans la commune de Matam, le dispositif de surveillance mis en place a permis de détecter un cas de fraude au lycée Koléa. Dans une des salles, n'est-ce pas, du BEPC au centre de Koléa, où on a rencontré un candidat qui est venu pour faire le BEPC à la place d'une fille, il semblerait qui est sa sœur, qui est malade. C'est une fraude, une tentative de fraude, une fraude qui a été, comment on appelle ça, décelée, n'est-ce pas, par le surveillant qui est dans la salle. Dans la salle 3. Le surveillant a constaté que la photo, la carte d'identité de la fille, la carte spéciale examen, c'est pour une fille. Le candidat qui est assis sur la table, n'est-ce pas, là où il y a le PV de la fille, c'est un garçon. Donc c'est une fraude qui a été décelée et donc l'enfant en question sera mis à la disposition de l'autorité. Pour cette première journée, les candidats ont abordé les épreuves de dictée, de rédaction et d'instruction civique. L'évaluation se poursuit jusqu'au mardi prochain. Dans tous les centres, des dispositifs sécuritaires et sanitaires sont mis en place pour permettre aux candidats de travailler dans la sérénité. Et puis un communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile avant de poursuivre cette édition d'information. Faisant suite aux dispositions du précédent communiqué, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe les conducteurs de mototaxis que la mise en œuvre de l'interdiction de leur activité dans la commune de Kaloum à compter du 25 juin 2018 est reportée à la date du 1er août 2018, date d'entrée en vigueur. Ce report est lié exceptionnellement au début des examens nationaux à l'intention des élèves et étudiants du système éducatif guinéen dont la réussite est de la plus grande importance pour les parents d'élèves, étudiants et pour le gouvernement. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile profite de cette suspension pour inviter les conducteurs de mototaxi à se mettre en règle auprès des autorités, le CADAC, en application de l'arrêté numéro 4064 MT-SGG CAB 2016 portant autorisation et réglementation des mototaxis en République de Guinée. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est compté sur la bonne compréhension de tous
tous les intervenants du secteur des motos-taxis pour une meilleure sécurité et fluidité routière qu'on a créé le 23 juin 2018, signé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Alpha Yabi, correspondant de la presse militaire. Le camp de Samoréa, situé dans la première région militaire de Kindia, va abriter le centre d'entraînement pour les opérations de maintien de la paix conformément aux normes standards des Nations Unies. Pour sa réalisation, le gouvernement japonais débourse 700 000 $ américains. Ces projets que nous lançons aujourd'hui permettent la formalisation de camps, un véritable centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, afin d'améliorer davantage la qualité de formation qui y sont dispensées, mais aussi leur poursuite à l'avenir avec une véritable structure de formation. La première étape sera de travailler sur l'organisation et l'aspect institutionnel du centre pour avoir vraiment une structure pérenne qui va pouvoir aider la Guinée à déployer de manière systématique des contingents dans d'autres théâtres d'opération en fonction des choix de la Guinée, car la Guinée est souveraine de choisir d'envoyer et de participer à ces efforts de maintien de la paix. 14e du genre en Afrique, ce centre de formation, une fois réalisé, va permettre à la Guinée de développer une structure nationale ayant la capacité requise pour la formation des contingents pour le maintien de la paix sous la bannière des Nations Unies. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef des armées, je voudrais, à travers vous, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, adresser au gouvernement et au peuple japonais tous nos remerciements et toute notre reconnaissance. J'associe à ces remerciements le PNUD pour sa disponibilité et son accompagnement toujours constant. Pour rappel, le camp de Samoréa sert depuis 2012 de centre de formation de mise en condition opérationnelle des contingents guinéens pour l'aménagement. Vive émotion, douleur et consternation. Notre confrère de Guinée News, Ablaïba, a rejoint sa dernière demeure vendredi dans son village natal de Dinguiraye. Membres du gouvernement, parents, amis et collaborateurs ont tenu lui rendre un dernier hommage. Le reporter qu'on appelait affectueusement humaniste des médias a bénéficié de tous les honneurs avant son inhumation à Dinguiraye. Notre reporter, notre envoyé spécial Taban Silla reviendra en détail dans les prochaines éditions d'information. Dors en paix, Ablaïba. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.